Hayao Miyazaki et le héron. C'est le documentaire sur Hayao Miyazaki pendant la production du Garçon et du Héron, le dernier film sorti à ce jour de Hayao Miyazaki qui avait pris sa retraite, qui est sorti de sa retraite pour finalement ne jamais être à la retraite, sorti l'année dernière en 2023 au cinéma, que moi j'ai adoré. À savoir que le film est sorti 2 jours seulement en France au cinéma, j'ai eu l'occasion de le voir. Youpi. Comme pour Look Back, pourquoi me direz-vous? Parce que c'est des films qui en fait sont des films de plateforme, donc qui vont arriver sur les plateformes et ils n'ont pas le droit de rester plus de 2 jours au cinéma à cause de la chronologie des médias. Je dis ça parce que le film, le jour où vous verrez cette critique sur YouTube, il est sorti, il est dispo sur Netflix. Il sort vendredi sur Netflix, il est disponible, donc c'est-à-dire, pour ceux qui sont en live, vendredi 6. C'est pour ça que j'ai envie de revenir dessus, pour dire aux gens, le documentaire est disponible sur Netflix, vendredi 6. À savoir aussi que Le Garçon et le Héron, il arrive sur la plateforme de Netflix en 2025. Je sais pas quand parce que c'est pas marqué sur Netflix, mais il arrive. Donc c'est quand même super. Et vraiment, je recommande. Pour les gens qui aiment Hayao Miyazaki, pour les gens qui aiment l'animation, pour les gens qui ont aimé Le Garçon et le Héron, même les gens qui n'ont pas aimé Le Garçon et le Héron, parce que ça permet d'avoir une autre vision sur le film, de comprendre différemment peut-être le film, et ça permet d'appréhender aussi le bonhomme, Hayao Miyazaki, ce génie, parce que vraiment c'est un génie, cet immense réalisateur, j'ai envie de dire. En fait, je trouve, moi, c'est un immense réalisateur, mais en fait, de cinéma, quoi. Dans sa globalité. Pas juste réalisateur de films d'animation. Ça veut rien dire, c'est juste un immense réal. Et c'est hyper intéressant. J'ai vraiment trouvé le documentaire touchant, bouleversant. J'ai appris des choses. D'une grande sensibilité. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment parce que j'ai beaucoup aimé le film. J'avais trouvé le film super, je l'ai revu plusieurs fois, ça m'a donné envie de le revoir. Ça permet vraiment d'avoir une nouvelle vision. Je pense que la meilleure chose, c'est de regarder les deux, quoi. De regarder Les Garçons et les Hérons, et ensuite de regarder le docu pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, pourquoi c'est intéressant parce que ça a duré longtemps. C'est vraiment entre 2016 et 2023, on va suivre. C'est un journaliste, quelqu'un qui, d'ailleurs, j'ai pas dit son nom, mais c'est Kaku Arakawa, qui va suivre entre 2016 et 2023, pendant toute la production du Garçon et du Héron, qui a été très longue et mouvementée. On va suivre Hayao travailler, on va le suivre dans les coulisses, c'est-à-dire au studio Ghibli, donc on va le voir travailler au studio Ghibli, mais on le voit presque que dans son travail. Vraiment, on suit Hayao presque que au studio Ghibli, on le voit presque que tout le temps travailler, devenir fou, devenir cinglé. C'est assez fascinant à voir. Même, à un moment donné, il y a Suzuki qui est le producteur, un autre des créateurs du studio Ghibli, qui dit qu'en fait, si on le suivait dans son quotidien, en fait, il n'y aurait rien à raconter. Tellement, en fait, ça donne l'impression qu'il ne vit que pour ses films, en fait. Et que s'il est sorti de sa retraite, et si aujourd'hui il continuait à faire des films, c'est parce qu'en fait, il sait faire que ça, et que c'est ce qui le maintient en vie, j'ai l'impression. En fait, quand tu ressors du film, tu te dis, il fait ça pour rester vivant. Et parce que peut-être aussi, il y a beaucoup de fantômes qui l'accompagnent, et il fait ça pour les fantômes qui l'accompagnent, parce qu'il y a eu beaucoup de décès. Parce que, je le disais, la production a été très longue. Je vais mettre un peu de 3 images. Faisons ça, paf. Comme ça, on va voir. Et je disais, ouais, c'est Kaku Arakawa qui a réalisé le documentaire. Et c'est pas la première fois qu'il réalise un documentaire sur Hayao Miyazaki, parce qu'en 2016 était sorti Neverending Man, Hayao Miyazaki. Donc c'est quelqu'un qui le suit depuis longtemps. Et là, il l'a suivi pendant tout ce périple, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un long développement. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu énormément de décès. Et ça, tu t'en rends compte quand tu vois le documentaire. Il y a eu beaucoup de décès, notamment le décès de Takahata, qui est le deuxième grand réalisateur du studio Ghibli, à qui l'on doit Kaguya, Pompoko, j'en passe, Le Tombeau des Lucioles, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça, je trouve, c'est la plus belle chose du film, c'est que tu comprends la relation entre les deux, et où en fait ça a affecté complètement Miyazaki, et que dans le film, ça ne parle presque que de ça en fait. De la mort, de quelqu'un qui vit avec des fantômes,
de quelqu'un qui pense à la mort, de quelqu'un qui est vieillissant, qui pense à la vieillesse, qui voit les gens mourir autour de lui. Et le film, il aurait pu s'appeler, je me suis fait cette réflexion, je pense qu'il aurait pu s'appeler Hayao et la mort, Hayao Miyazaki et la mort, parce que ce soit le docu ou le film d'animation, Le Garçon et le Héron, en fait, ça parle beaucoup de ça, presque que de ça. Vraiment du rapport, de son rapport avec la mort, et de qu'est-ce qu'il a envie de léguer, qu'est-ce que va être son héritage, qui est son héritier, comment... Et c'est passionnant, je trouve le film en soi était déjà passionnant, et là ça rajoute une brique. Et je pense en plus moi, avec du recul comme ça, en ayant vu tous les films de Miyazaki, en étant très fan, je pense très clairement que c'est son film le plus intéressant, le plus complexe, le plus riche de toute sa filmo. Vraiment, je pense que c'est le film le plus intéressant, c'est le film le plus personnel, je trouve, et celui qui parle le plus de lui. Mais il parle beaucoup de lui, de ses relations avec Takahata, avec Suzuki, mais avec beaucoup de... C'est très brumeux. Il faut vraiment essayer de décrypter. Vraiment, c'est pour ça que le film est intéressant et qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté et qui ont trouvé ça incompréhensible. C'est qu'il faut essayer de comprendre la chose. C'est pas forcément évident. Mais quand tu arrives à trouver les clés, et peut-être que le docu donne quelques clés, le film est passionnant. Le Garçon et le Héron. Et donc ouais, j'ai trouvé ça bouleversant vraiment, parce qu'en plus de ça, c'est qu'il y a plein de choses intéressantes. C'est que tu te dis, tu le vois au jour le jour, et c'est un génie vraiment. Il a fait des chefs-d'œuvre, Chihiro, Ponyo, Mononoke. C'est un mec qui a pondu des chefs-d'œuvre. Et tu te dis bon bah voilà, c'est facile pour lui. C'est vraiment le mec. Et en fait non, tu te rends compte que c'est très très difficile, et tu le vois galérer, tu le vois jeter des feuilles, tu le vois ne pas réussir. Il y a des moments où tu le vois pendant des semaines, des jours, je sais pas la temporalité, mais pendant des jours, tu le vois bloqué sur un plan, ne juste pas y arriver, galérer, et tu te dis, ah oui, en fait, même les génies, bah, ils sont comme nous, en fait, sont comme tout le monde, eux aussi, ils n'y arrivent pas, ils vont jeter, en vrai, c'est logique, c'est un homme comme vous et moi. Et même à un moment donné, à la fin du film, ça c'est un truc qui m'a marqué, et ça tu t'en rendais compte dans le film d'animation, c'est qu'en fait il a beaucoup délégué. Et à la fin, il y a un plan qui met beaucoup de temps, il va pas y arriver, et à la fin, la conclusion, c'est il a délégué. Il l'a donné à faire à quelqu'un d'autre, et voilà. Et c'est comme ça. Et tu te rends compte, ça c'est fou, tu te rends compte qu'il devient fou en travaillant sur son film. En fait, il s'aliène complètement, et à un moment donné, il parle de j'ouvre mon cerveau, et en fait, je prends le risque d'ouvrir mon cerveau, de le garder ouvert longtemps, et peut-être que ça commence à me rendre dingo. Et en plus, il est fou en fait, il veut tout contrôler. Donc vraiment, tu te rends compte qu'il veut tout. Il veut revoir toutes les... En fait, il veut que tout passe par lui pour qu'il puisse tout valider. Et tu sens que ça rend fou tout le monde. Que le producteur, Suzuki, ça le rend dingue. Et qu'à un moment donné, il lui demande, non mais lâche l'affaire. Ça a duré trop longtemps, la production prend du temps, machin. Et tu sens qu'à la fin, bon, il a lâché l'affaire. À un moment donné, on l'a poussé à juste, arrête, frère, tu nous saoules, arrête, fais confiance aux autres, et ça va bien se passer. Et c'est pour ça, je pense aussi que c'est un film d'autant plus intéressant dans sa carrière, c'est que tu sens qu'il a beaucoup plus délégué. Après, il est quand même très âgé, donc il peut pas non plus tout faire tout seul. Et que du coup, il y a un lâcher-prise, où vraiment il a plus travaillé avec d'autres personnes, il a eu confiance. Donc ça rend le film, je trouve... C'est pour ça qu'il y a aussi un truc où il y a beaucoup de choses qu'on n'avait jamais vues dans son cinéma, dans Le Garçon et le Héron. C'est parce qu'il a délégué, et ça rend le film intéressant. Bref, ce documentaire est hyper intéressant. C'est pas un documentaire extraordinaire, notamment parce que... En fait, c'est intéressant parce que tu suis un homme qui est fascinant, qui a plein de facettes, et en fait, je le trouve beaucoup plus sympathique que dans d'autres documentaires, par exemple, parce que tu sens que c'est un vieux monsieur, vieillissant, qui a vu des gens mourir. Il y a une vraie tristesse, une vraie sensibilité, et en fait il est éminemment sympathique, et c'est un vrai personnage de cinéma. En voyant le film, je m'étais dit mais c'est un vrai personnage de cinéma, t'as envie de le suivre. J'aurais aimé avoir une série où je voulais le suivre dans ses péripéties, savoir si... J'ai envie de savoir, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va faire d'autres films, je sais pas, mais vraiment c'est hyper intéressant. Mais en tant que documentaire, factuellement, bon, c'est juste quelqu'un qui le filme au jour le jour.
Et même au-delà de ça, je trouve qu'il y a même un moment, c'est un peu épileptique. Parce que tu sens que le réalisateur, il a mis plein d'images. Parfois, il met plein d'inserts d'images, il monte des images de Takahata, des images de Nanani. Et parfois, c'est un peu hyper épileptique, tu sais pas trop pourquoi. Ça peut être un peu fatigant, je trouve. C'est pas un documentaire extraordinaire, mais si on aime Miyazaki, si on aime l'animation, si on a aimé Le Garçon et les Hérons, c'est fantastique. Vraiment, c'est c'est à voir. Et en plus, c'est précieux, j'ai envie de dire. En fait, c'est précieux de pouvoir comme ça être au plus près d'un artiste comme ça et le voir concevoir un chef-d'œuvre. Parce que vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est comme si on suivait, je sais pas, c'est comme si on suivait en fait, parce que c'est précieux, je trouve. C'est comme si on avait suivi un jour Okusai, l'estampiste. Si on l'avait suivi lors de la création de la vague d'Okusai, par exemple. Là, on saura jamais, on sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est précieux. Et que là, c'est dispo sur Netflix. Donc, bah, hormis le fait de s'abonner, voilà. Vous n'avez aucune excuse, plus aucune excuse, pour aller regarder Hayao Miyazaki et le héron.